1000 bus flambant neufs envahissent Ouagadougou, au cœur d'un pays en guerre, et la ville découvre soudain des lignes visibles et des horaires réguliers. Plus de 80 millions de dollars sont réinvestis au ranch sans dette extérieure, uniquement via l'or et le coton, et chaque dépense est auditée puis rendue sur le public. Si ce pari tient, que gagne réellement la population des quartiers fort périphériques et quelles règles Ibrahim Traoré prétend-il changer derrière ce symbole de transport? Car si les marchés vacillent, la même mécanique peut se retourner. Ce test de souveraineté dira vite s'il peut inspirer ailleurs, chez 500 derrière en Afrique, ou n'être qu'un éclat fragile. Cette Erstowender, cette histoire, promet plus qu'un récit de transport urbain, car elle pose une question de méthode dans un contexte de guerre et de contraintes extrêmes. Le bénéfice attendu est clear, mobilité accrue, emplois locaux et une autonomie financière. Mais le risque précède toujours l'espoir. Et ici, il est structurel. En choisissant de financer intégralement le projet par l'or et le coton, le Burkina Faso s'expose à la volatilité de deux marchés mondiaux imprévisibles. Une baisse brutale des prix suffirait à fragiliser l'entretien, le renouvellement et l'extension du réseau. L'enjeu dépasse donc les bus eux-mêmes. Il touche à la crédibilité d'un modèle qui refuse l'endettement extérieur au moment même où beaucoup le jugent inévitable. Pour les partisans d'Ibrahim Traoré, ce choix prouve qu'un État peut mobiliser ses ressources internes avec discipline et transparence. Pour ces critiques, il s'agit d'un pari dangereux, susceptible de transformer un succès visible en impasse budgétaire. La promesse est simple mais lourde de conséquences. Si ce modèle tient, il redéfinit les marges de manœuvre économiques et d'un pays en crise. S'il échoue, il renforcera les arguments du scepticisme. Le chiffre surprend d'abord, plus de 80 millions de dollars engagés sans aucun emprunt, rendant son emprunt extérieur dans un pays confronté à une guerre interne et à une pression sécuritaire constante. Cette somme, issue uniquement des revenus de l'or et du coton, a été mobilisée en quelques mois, puis suivie par des audits publics accessibles et détaillés. Dès ce point, le projet des 1000 bus cesse d'être un simple programme de transport. Il devient une démonstration politique. Pour comprendre la portée de cette initiative, il faut replacer le Burkina Faso dans son contexte récent. Depuis des années, Ouagadougou souffrait d'un réseau de transport fragmenté, dominé par des minibus vétustes, irréguliers et coûteux en temps. Les quartiers périphériques restaient partiellement isolés, avec des trajets de quotidiens longs et incertains, pesant directement sur l'accès au travail, à l'école et aux soins. Attendez, dans ce paysage, toute réforme semblait secondaire face aux urgences sécuritaires. C'est précisément ce cadre contraint qui donne du relief aux choix opérés par Ibrahim Traoré. En refusant l'endettement extérieur, il rompt avec une logique souvent présentée comme inévitable pour les États en crise. Le raisonnement est simple. Réinvestir les ressources nationales dans une infrastructure visible, mesurable et immédiatement utile afin de créer un cercle vertueux entre activité économique, emploi local et confiance publique. La mini-révélation tient alors dans la séquence suivante. D'abord, l'argent est mobilisé localement. Ensuite, les ateliers sont réorganisés et des milliers de jeunes sont formés à l'assemblage et à la maintenance. Enfin, les
bus apparaissent dans la ville, ligne après ligne, rendant tangible une décision budgétaire jusque-là abstraite. Le symbole précède l'évaluation à long terme, mais il modifie déjà les attentes. Ce contexte explique pourquoi le projet est observé bien au-delà du Burkina Faso. Andra, il ne promet pas seulement des trajets plus courts, il teste l'idée qu'un État est un grand onde peut agir sans béquille CAC financière extérieure, même sous contraintes extrêmes. Dans les ateliers réaménagés de Ouagadougou, le changement ne s'est pas d'abord mesuré en statistiques, mais en gestes répétés. Ajuster un panneau, attester un circuit, assembler un module. Ces actions, banales en apparence, ont marqué l'entrée en scène d'une nouvelle chaîne de production locale. Des jeunes, souvent sans emploi stable auparavant, ont été formés rapidement à des métiers techniques précis, liés directement au projet des 1000 bus. Pour beaucoup, il s'agissait d'un premier contact avec un travail structuré, régulier et visible dans l'espace public. Le rôle moteur du pouvoir politique apparaît ici de manière indirecte. Plutôt que d'importer un système clé en main, l'initiative a privilégié l'apprentissage sur place et la montée en compétences progressives. Cette approche semble à générer un premier effet immédiat, la remise en fonctionnement d'ateliers locaux, longtemps sous-utilisés, désormais intégrés à une production nationale. Le projet n'a donc pas seulement créé des emplois, il a réactivé des savoir-faire et s'est instauré une logique de responsabilité technique interne. Les habitants de la capitale ont perçu ces effets très tôt. Les nouveaux bus ont commencé à circuler sur des lignes identifiables, avec des horaires plus fiables. Pour les usagers, le changement s'est traduit par des trajets plus prévisibles et moins épuisants. Pour les travailleurs formés dans les ateliers, il a pris la forme d'un revenu régulier et d'une reconnaissance sociale nouvelle, liée à un service public tangible. Cet impact précoce explique en partie l'adhésion progressive observée dans la ville. Le projet s'est incarné dans des visages, des routines et des parcours quotidiens. Il a transformé une décision budgétaire en expérience vécue, rendant le débat sur la souveraineté économique moins abstrait. Et surtout, un point ressort clairement. Quand la politique devient visible, la confiance suit. Avant le lancement effectif, le projet s'existait surtout comme une annonce audacieuse, accueillie avec scepticisme dans un pays accaparé par l'urgence sécuritaire. Beaucoup doutaient de la capacité de l'État à transformer une décision politique en infrastructure fonctionnelle, sans aide extérieure. Après le feu vert donné, la séquence s'est enclenchée rapidement, presque sans pause, et chaque étape a servi de test grandeur naturelle pour la crédibilité du pari engagé par Ibrahim Traoré. L'activation commence dans les dépôts de Ouagadougou. Les bâtiments sont réorganisés, les équipements remis en état, et les premières équipes de jeunes sont sélectionnées puis formées. La pression est forte car tout retard qu'alimente les critiques. Les premières pièces arrivent, les, les essais techniques s'enchaînent et les ajustements se font en temps réel. Chaque, chaque problème devient visible car le projet a choisi la transparence comme ligne de conduite, en lui leur rendant les progrès comme les
les difficultés publiques, un moment déterminant survient lorsque les premiers bus sortent des ateliers. Leur mise en circulation marque le passage du concept à la réalité. Les lignes sont à tracer, les arrêts identifiés, achetés et les horaires affichés. Pour la population, ce moment agit comme un signal clair. Le projet ne se limite plus à une promesse. Les habitants commencent à tester ce nouveau mode de transport, parfois par curiosité, parfois par nécessité. Et les retours initiaux influencent rapidement les ajustements opérationnels. La montée en puissance est progressive mais continue. De nouveaux bus sont intégrés au réseau, les conducteurs gagnent en expérience et les équipes de maintenance affinent leurs procédures. À ce stade, l'élan devient pleinement visible. La ville change de rythme, les trajets deviennent plus prévisibles et les quartiers périphériques commencent à se connecter plus efficacement au centre. Ce changement n'est pas uniforme, mais il est suffisamment visible pour modifier les habitudes quotidiennes. Puis viennent les effets en chaîne. Le succès initial attire l'attention nationale et internationale, ravivant le débat sur la viabilité du modèle. Les partisans soulignent la rapidité d'exécution et l'impact social immédiat. Les critiques rappellent la fragilité d'un financement dépendant de deux ressources volatiles. Ibrahim Traoré se retrouve alors au centre d'une dynamique qu'il a lui-même déclenchée. Chaque bus supplémentaire renforce le symbole, mais augmente aussi les attentes. Cette succession d'événements montre que le projet ne s'est pas imposé par un seul geste, mais par une chaîne d'actions cohérente. De l'annonce à la circulation effective, chaque étape a réduit l'écart entre la décision politique et l'expérience vécue par la population. C'est dans ce passage du discours à l'usage quotidien que le projet a gagné sa force tout en exposant clairement les risques à venir. Au départ, le point de référence était clair. Ciao, un réseau de transport urbain fragmenté, des minibus surchargés et des temps de trajet longs, rien et imprévisibles. Après le déploiement progressif des 1000 bus, le premier écart mesurable apparaît rapidement. Les temps de trajet à Ouagadougou diminuent d'environ 30%. Cette variation n'est pas qu'un confort marginal, elle modifie directement l'organisation quotidienne des travailleurs, des étudiants et des familles. Moins de temps passé sur la route signifie plus de régularité, moins de fatigue et une meilleure ponctualité. Le second indicateur concerne l'emploi. Avant le projet, l'assemblage et la maintenance de véhicules étaient largement dépendants de compétences extérieures ou de solutions informelles. Après la mise en place des ateliers locaux, plus de 10 000 emplois directs et indirects sont créés dans l'assemblage, la maintenance, la gestion du réseau et les activités connexes. Ce chiffre ne reflète pas seulement une création brute de postes. Il traduit l'émergence d'une chaîne de valeur locale où la formation technique devient un investissement durable plutôt qu'un coût ponctuel. Chaque emploi stabilisé renforce la capacité du système à fonctionner sans assistance externe immédiate. Le troisième élément chiffré porte sur le financement. Plus de 80 millions de dollars sont mobilisés exclusivement à partir des revenus de l'or et du coton, sans recours à la dette extérieure. Dans un contexte de guerre et d'instabilité régionale, cette somme représente un signal fort. Elle montre qu'un État peut concentrer ses ressources sur un projet ciblé, à condition d'accepter une discipline budgétaire stricte et une transparence constante.
Les audits publics jouent ici un rôle central. Ils ne changent pas de valeur économique directe, mais ils soutiennent la confiance indispensable à la continuité du modèle. C'est longtemps que ces trois indicateurs doivent être lus ensemble. La réduction des temps de trajet améliore la productivité individuelle et collective. La création d'emplois renforce la consommation interne et stabilise des milliers de foyers. De foyers. Le financement sans dette réduit l'exposition immédiate aux créanciers extérieurs, mais augmente la dépendance aux fluctuations des matières premières. C'est dans cette tension que se situe l'évaluation réelle du projet. Le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît ici comme un facteur d'alignement. En liant explicitement performance économique, visibilité sociale et contrôle budgétaire, il cherche à montrer que les chiffres ne sont pas abstraits. Ils doivent correspondre à des effets observables dans la vie quotidienne. Chaque audit publié, chaque bus en circulation, chaque atelier en activité renforce ce lien entre données et expériences vécues. Cependant, ces chiffres, ne garantissent pas, ça n'est pas le garantissent pas la pérennité. Ils décrivent un instantané favorable, pas une trajectoire assurée. Si les prix de l'or ou du coton chutent, la capacité à maintenir les bus, à renouveler les pièces et à former de nouvelles équipes sera mise à l'épreuve. La preuve quantitative montre donc une chose essentielle. Le modèle fonctionne à court terme, mais il repose sur un équilibre délicat entre ressources internes, discipline politique et contexte mondial. Les critiques affluent. Les cas plus structurés du projet partent d'un constat difficile, ça s'accorde à contester, font un financement public majeur sur deux matières premières volatiles expose mécaniquement l'État à des chocs externes. L'or et le coton sont soumis à des fluctuations de prix que le Burkina Faso ne contrôle pas. Une baisse prolongée des cours réduirait les recettes disponibles, alors même que les coûts d'entretien d'une flotte de 1000 bus sont récurrents et incompressibles. Dans cette lecture, le succès initial masquerait une fragilité budgétaire latente. Un second argument concerne le contexte sécuritaire. Dans un pays en guerre, chaque choc économique tente à amplifier les déséquilibres existants. Les opposants estiment que l'allocation de ressources importantes à un projet de transport, aussi visible soit-il, pourrait entrer en concurrence avec d'autres priorités jugées vitales, notamment la défense ou l'aide des humanitaires. Selon cette logique, un ralentissement économique combiné à une pression sécuritaire accrue pourrait transformer un projet emblématique en fardeau politique. Des critiques méritent par contre d'être prises au sérieux, car elles s'appuient sur des précédents régionaux où des initiatives ambitieuses ont été compromises par des retournements de conjoncture. Cependant, la réponse des partisans du modèle repose sur plusieurs éléments concrets issus de l'expérience en cours. Le premier est la transparence budgétaire. Les audits publics réguliers ne suppriment pas le risque, mais ils réduisent les marges d'erreur et les dérives, en permettant des ajustements rapides si les ressources se contractent en analyse. Le second élément est la montée en compétences locales.
En internalisant l'assemblage et la maintenance, le projet diminue progressivement sa dépendance aux prestataires externes coûteux. Cette capacité technique locale agit comme un amortisseur. En cas de tension financière, les coûts peuvent être maîtrisés plus facilement qu'avec un système entièrement importé. Enfin, les défenseurs du projet soulignent que la dépendance à l'or, à soie et au coton n'est pas une fatalité, mais un point de départ appelé à être complété par une diversification progressive des sources de revenus. Le débat ne porte donc pas que sur l'existence du danger Shirai, mais sur la capacité du système à l'absorber sans s'effondrer. Ce basculement apparaît lorsque l'on observe non plus les bus, mais l'organisation qui s'est formée autour d'eux. À ce stade, l'initiative cesse d'être évaluée uniquement comme une infrastructure urbaine et commence à être lue comme une réorganisation économique locale. Les ateliers SEC ne fonctionnent plus en mode expérimental. Ils deviennent des pôles stables de compétences capables d'absorber des flux de production, de maintenance et de formation en continu. Cette évolution change la nature du pari initial. Le point clé, c'est que la visibilité du projet a modifié les comportements, les usagers ajustant leur routine autour d'horaires plus fiables. Les jeunes formés projettent leur avenir dans un secteur technique désormais reconnu. Les gestionnaires locaux apprennent à piloter un réseau complexe avec des indicateurs mesurables. Ce déplacement progressif de la perception publique marque un tournant silencieux mais décisif. C'est ici que la stratégie portée par Ibrahim Traoré prend une autre dimension. En liant un symbole politique fort à des mécanismes concrets de production et de gestion, il ancre la souveraineté économique dans des pratiques quotidiennes. Le projet ne repose plus seulement sur une décision centrale, il s'appuie sur des acteurs locaux qui ont intérêt à sa continuité. Cette étape, au milieu du parcours, éclaire le débat sous un angle nouveau. La question n'est plus seulement de savoir si les 1000 bus peuvent circuler durablement. Elle devient d'ara et combien d'activités, de compétences et de routines peuvent désormais survivre indépendamment du symbole initial. Pour l'État, le premier effet mesurable est organisationnel. La mise en circulation des 1000 bus oblige l'administration à coordonner planification, maintenance, formation et contrôle budgétaire sur un même périmètre. Cette contrainte a renforcé des capacités internes souvent dispersées. Les grands audits publics, la gestion des lignes et la supervision des ateliers créent une culture de suivi qui dépasse le seul secteur des transports. Pour le pouvoir central, le projet devient un outil de démonstration. Montrer qu'une politique publique peut être exécutée, contrôlée et corrigée en temps réel. Pour les entreprises locales, les conséquences sont plus diffuses mais réelles. La production de pièces détachées, les services de maintenance, la logistique et la gestion des stations ont stimulé une activité économique périphérique. Des acteurs locaux, parfois informels auparavant, s'intègrent progressivement à une chaîne de valeur structurée. Cette dynamique renforce la demande intérieure et réduit certaines importations de services techniques. Elle crée aussi une dépendance nouvelle. La continuité de ces activités est directement liée à la stabilité du réseau de bus. Du point de vue des citoyens, l'impact est immédiatement perceptible. La réduction des temps de trajet facilite l'accès au travail, à l'école et aux soins, en particulier pour les quartiers périphériques soit longtemps marginalisés. Les horaires plus fiables permettent une meilleure organisation quotidienne, avec moins d'incertitudes et de stress. Pour de nombreuses familles, ce gain de temps se traduit par une amélioration concrète de la qualité de vie. Le projet n'est plus perçu comme une abstraction économique, mais comme un
Service public visible et utilisable. À l'échelle régionale, enfin, les répercussions sont surtout symboliques. Le modèle attire l'attention d'autres pays confrontés à des contraintes similaires, notamment en Afrique de l'Ouest. Il alimente un débat sur la possibilité de financer des infrastructures sans recourir systématiquement à l'endettement extérieur. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré est scruté avec attention. Son initiative est analysée non comme une solution universelle, mais comme une expérience dont les enseignements pourraient être adaptés ailleurs. Ces conséquences doivent toutefois être mises en perspective. Elles reposent sur un équilibre encore fragile entre ressources internes, discipline budgétaire et stabilité politique. Si cet équilibre se maintient, le projet peut produire des effets durables, bien au-delà du transport. S'ils se rompt, les mêmes mécanismes pourraient rapidement s'inverser. C'est dans cette zone d'incertitude que se joue désormais l'impact réel de l'initiative. Le premier scénario est celui d'une stabilisation prudente. Dans cette trajectoire, les prix de l'or et du coton restent globalement favorables, sans ni envolée ni chute brutale. Les, les revenus permettent de couvrir l'entretien courant de la flotte et la formation continue des équipes. Le réseau fonctionne de manière fiable à Ouagadougou, mais sans extension rapide. L'État ajuste ses dépenses, consolide les ateliers existants et privilégie la régularité plutôt que la croissance. Si cette situation se maintient, alors le projet s'installe comme une infrastructure utile, mais en les contenus, réduisant les risques sans transformer radicalement l'économie nationale. Le second scénario repose sur une dynamique d'expansion maîtrisée. Dans ce cas, la stabilité politique relative et des cours favorables des matières premières ouvrent une marge de manœuvre supplémentaire. Le réseau pourrait être étendu à d'autres villes avec la création de nouveaux ateliers régionaux et l'intégration de davantage de jeunes forts. Cette trajectoire renforcerait la chaîne de valeur locale et amplifierait les effets économiques observés dans la capitale. Si cette expansion est progressive et encadrée, alors le projet deviendrait un modèle national susceptible d'attirer des partenariats ciblés sans remettre en cause le principe d'autonomie financière. Le troisième scénario est celui des pressions et fragilités. Une chute significative des prix de l'or ou du coton, combinée à une dégradation sécuritaire, réduirait brutalement les ressources disponibles. Les coûts d'entretien deviendraient plus lourds, certaines réparations seraient différées et la qualité du service pourrait se dégrader. Dans cette hypothèse, le projet serait exposé à une érosion de la confiance publique. Mais si les ajustements sont trop lents ou perçus comme opaques, alors le symbole de souveraineté pourrait se transformer en argument pour les critiques. Ces scénarios montrent que l'avenir ne dépend pas d'un seul facteur. Il repose que sur la capacité à lire les signaux économiques, à ajuster le rythme et à maintenir une discipline de gestion. Le projet des 1000 bus n'impose pas une trajectoire unique. Il oblige surtout à penser en termes de conditions. Si les ressources tiennent et si les choix restent cohérents, alors le modèle peut évoluer sans se renier. Pour les travailleurs urbains, l'effet du projet se lit d'abord dans le quotidien. Des trajets plus courts et plus réguliers réduisent la fatigue accumulée et améliorent la ponctualité. Cette stabilité, souvent invisible dans les indicateurs macroéconomiques,
influencent pourtant directement la productivité et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Quand le transport devient prévisible, il cesse d'être une source d'incertitude permanente et libère de l'énergie pour d'autres priorités. Pour les jeunes formés dans les ateliers, l'impact est plus structurant encore. Le projet leur offre une entrée concrète dans l'économie formelle, avec des compétences techniques et transférables. Ces formations ne garantissent pas une carrière linéaire, mais elles créent un socle de savoir-faire rare dans un contexte où les opportunités sont limitées. Elles transforment un programme public en tremplin individuel, reliant une décision politique à des trajectoires personnelles. Les familles, enfin, perçoivent ces effets de manière indirecte mais profonde. Moins de temps passé dans les transports signifie plus de temps disponible pour les tâches domestiques, l'éducation des enfants ou le repos. L'accès facilité aux écoles et aux centres de santé réduit certaines inégalités territoriales, notamment pour les quartiers périphériques. Ce gain de texte, de fiabilité, modifie l'organisation familiale, souvent sans être formulé explicitement comme un bénéfice économique. Ces 3 groupes partagent un point de fin commun. Mais ils évaluent le projet non pas à travers des discours, mais à travers son utilité concrète. C'est à ce niveau que l'initiative portée par Ibrahim Traoré trouve un ancrage durable ou révèle ses limites. Si le service se dégrade, la confiance s'érode rapidement. S'il se maintient, il devient un repère stable dans un environnement incertain. La question qui se pose alors aux spectateurs est simple. Dans un contexte de crise, vaut-il mieux juger une politique à ses intentions ou à ses effets vécus? La première étape consiste à pérenniser la transparence financière. Les audits publics doivent rester réguliers, lisibles et comparables dans le temps. Il ne s'agit pas seulement de publier des chiffres, mais de permettre aux citoyens et aux acteurs économiques de comprendre comment les ressources issues de l'or et du coton sont allouées, ajustées et protégées. Cette clarté constitue le socle de la confiance, sans laquelle aucun modèle fondé sur des ressources internes ne peut durer. La deuxième étape vise la professionnalisation continue des équipes locales. Car les techniciens, conducteurs et gestionnaires formés dans la phase initiale doivent bénéficier de formations complémentaires et de certifications internes. L'objectif est double, maintenir la qualité du service et réduire les coûts à long terme grâce à une expertise maîtrisée sur place. Chaque compétence consolidée diminue la dépendance à des interventions extérieures, coûteuses et imprévisibles. La troisième étape repose sur la diversification progressive des sources de financement. Sans renier le rôle central de l'or et du coton, le Burkina Faso doit explorer d'autres leviers, comme certaines filières agricoles locales ou des services annexes liés au transport. Cette diversification ne vise pas une rupture brutale, mais un amortissement des chocs éventuels liés aux marchés mondiaux. La quatrième étape concerne l'extension maîtrisée du réseau. Toute expansion vers d'autres de ville doit être conditionné à des indicateurs précis, capacité de maintenance, équilibre budgétaire et acceptation locale. Enfin, l'implication citoyenne doit être renforcée par des consultations régulières sur les lignes, les horaires
et les besoins réels. Dans cette approche graduelle, Ibrahim Traoré cherche à transformer un projet emblématique en système résilient, capable d'évoluer sans perdre sa cohérence initiale. Dans les ateliers de Ouagadougou, là où les premiers modules ont été assemblés, un geste simple revient souvent. Fixer une pièce, vérifier un circuit, tester un moteur. Rien de spectaculaire et pourtant tout est là. Ce geste incarne le passage d'une dépendance abstraite à une capacité concrète, construite jour après jour. Chaque bus qui quitte l'atelier prolonge, prolonge ce mouvement discret, reliant une décision politique à une action humaine répétée. Ce rappel symbolique donne une autre lecture du projet. Il ne s'agit plus seulement d'un programme public ou d'un débat macroéconomique. Il s'agit d'une somme de compétences, de routines et de responsabilités partagées. Le projet des 1000 bus a créé un espace où la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une pratique. Cette matérialité explique pourquoi le symbole résiste, même lorsque les doutes persistent. Le rôle d'Ibrahim Traoré se lit ici en filigrane. Son choix initial a ouvert un cadre, mais ce sont désormais des milliers d'acteurs locaux qui en portent la continuité. C'est là que se joue l'essentiel. Un modèle ne tient pas par la seule volonté politique, mais par sa capacité à s'enraciner dans des gestes quotidiens et des intérêts concrets. Et tourmenté. Et céléré comme un retour à l'origine, l'image des ateliers revient en mémoire. À l'atelier, au premier bus, à la première ligne visible. Si ce point d'ancrage disparaît, le projet se fragilise. S'il demeure, il devient un repère collectif. Une phrase résume alors l'enjeu. La souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. Le projet des économies des 1000 bus ne se referme pas sur une conclusion définitive. Il laisse plutôt une question ouverte, adressée bien au-delà du Burkina Faso. Cette expérience montre qu'un État peut tenter une voie différente, fondée sur ses ressources internes, sa discipline budgétaire et sa capacité à rendre des comptes. Elle ne garantit ni le succès automatique ni l'échec programmé. Elle propose un terrain d'observation concret avec ses avancées visibles et ses fragilités assumées. À l'échelle symbolique, cette initiative interroge notre manière de juger la politique publique en contexte de crise. Faut-il attendre des modèles parfaits avant d'agir ou accepter des expérimentations imparfaites mais tangibles? Le cas du Burkina Faso invite à déplacer le regard en s'intéressant moins aux intentions proclamées qu'aux mécanismes réellement mis en œuvre. Pour les citoyens, les analystes ou les décideurs qui observent cette trajectoire, l'enjeu est aussi collectif. Discuter de ce modèle, le critiquer, l'adapter ou le rejeter, c'est participer à une réflexion plus large sur la souveraineté économique et les marges de manœuvre des pays confrontés à de fortes contraintes. Le rôle d'Ibrahim Traoré, dans ce cadre, n'est ni celui d'un modèle universel, ni celui d'une exception isolée, mais celui d'un déclencheur de débat. La question finale reste volontairement ouverte. Dans un monde marqué par l'endettement et l'incertitude, jusque des solutions locales peuvent-elles redessiner voire les trajectoires nationales? Et surtout, quelles